Fin de mission pour la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Les membres de la dite commission ont été reçus par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avec un sentiment de devoir accompli que le président de la commission de rédaction de la nouvelle constitution rend compte au chef de l'État. Vous l'entendrez dans ce journal. L'actualité, c'est aussi la célébration de la journée mondiale des villes. Agir localement pour devenir global, tel est le thème de cette édition. Le but de la journée est d'identifier les défis de l'urbanisation et inciter les acteurs à apporter des réponses. La sécurité de la ville de Gao, l'une des priorités pour les femmes. Dans ce sens, l'opération Dougouba Sigui a été lancée ce samedi dans la cité des Askis à travers une patrouille mixte qui a mobilisé plus de 200 éléments. Focus Santé a découvert ce soir le CHU professeur Bokari Sidi Sall de Kati qui fait aujourd'hui partie des grands hôpitaux du Mali. Il est parti d'une infirmerie de la garnison militaire créée en 1916. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Célébration de la journée des pipis en République du Mali. Le président de la transition a accueilli à Koulouba les enfants dont les parents ont payé de leur vie pour sauver la patrie. Le président de la transition a offert à ses enfants des kits scolaires, 2 bus, dont un à l'Office national des pipis en République du Mali et un autre au Britannique militaire. Nous y reviendrons bien sûr en détail dans ce journal avec Sira Bachili. Fin d'émission pour la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Les membres de la dite commission étaient ce matin à Koulouba pour une audience avec le chef de l'État. Écoutons les propos du président de la dite commission au micro de Aluseni Touré. C'est un sentiment du devoir accompli et du devoir bien accompli, et si l'on tient compte de certaines contraintes qui sont liées nécessairement à un calendrier très serré. Je voudrais d'abord véritablement remercier le président de la transition, chef de l'État, qui a bien voulu placer sa confiance en nous. Il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire et composé exclusivement de Maliens. C'est un travail qui est fait exclusivement par des Maliens. Et tous les membres de la commission, véritablement, se sont donnés en totalité à ce travail-là pendant les 3 mois que nous avons passés ensemble. Assiduité, également sérieux et expertise dans le travail de rédaction. Je voudrais également remercier vraiment tous les Maliens qui ont bien voulu contribuer par leur présence à des rencontres, également par leur contribution, donc contribuer à l'élaboration de ce document crucial pour notre pays. La commission achève son travail aujourd'hui. Le document a été remis au président de la transition, chef de l'État. C'est à lui de déterminer la suite qu'il entend réserver à cet avant-projet de constitution. Agir localement pour devenir global, tel est le thème de la journée mondiale des villes. La journée est marquée par des conférences et des expositions. L'objectif est d'identifier les défis et l'urbanisation et d'inciter les acteurs à apporter des réponses. La cérémonie d'ouverture de la journée était présidée par le ministre en charge de l'urbanisme, Batraouri. Le nombre d'habitants vivant en ville augmente de jour en jour. Selon l'Observatoire national des villes, en 1950, 14% de la population africaine vivait en ville et aujourd'hui ce taux a évolué pour atteindre 50%. Cet accroissement de la population urbaine n'est pas sans conséquences. L'objectif, c'est d'abord de rappeler les autorités, la population, tous les acteurs du développement urbain par rapport aux défis aujourd'hui que nous rencontrons, ce qu'on appelle dans le développement des villes. Aussi inciter ce qu'on appelle l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs, vraiment à s'investir davantage vraiment pour relever ces défis, afin que nos populations urbaines vraiment puissent vivre paisiblement. Parmi ces défis,
la santé, l'insécurité, la mobilité urbaine, l'étalement urbain, les constructions illicites. En clair, il s'agit pour les acteurs et partenaires de mettre à profit cette journée porte ouverte pour trouver des réponses à ces défis. Les échanges se tiennent dans le cadre de la Journée mondiale des villes qui retient pour thème « Agir localement pour devenir global ». Comme contribution, c'est notre expertise. Par exemple, je vous donne un thème assez simple. Il fait très chaud. Les gens doivent vivre aisément dans les logements sans avoir besoin de la climatisation. Donc ça, c'est des thèmes que les architectes peuvent apporter vraiment leur expertise. Même par rapport au coût du logement, tout le monde veut construire, c'est culturel chez nous. Comment chuter ces coûts afin que les logements soient accessibles aux Maliens lambda? Notre souhait, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'un individu soit bien psychologiquement, il faut qu'il puisse habiter dans un environnement sain. Donc moi, j'exhorte les autorités à aller vers ça. Penser à densifier nos espaces. Donc j'exhorte les autorités à travailler, d'accord, à faire des études pour accompagner les acteurs du secteur. Pour vraiment développer nos villes, il nous faut respecter les documents de planification que nous élaborons dans ces villes d'abord. Tant que nous ne respectons pas ces documents de planification et que nous respectons les différents schémas que nous-mêmes nous consacrons à nos villes, il ne faut pas oublier que ces schémas sont toujours collaborés d'une méthode participative. C'est pour la population qu'on élabore ces documents, c'est elle qui participe à l'élaboration de ces documents. Donc le respect de ces documents de planification joue un grand rôle pour le développement de nos villes. Le chef du département de l'urbanisme et de l'habitat dit mesurer l'enjeu de la croissance de la population urbaine et rappelle les efforts du gouvernement. Dans l'objectif commun de rendre les villes maliennes conviviables et harmonieuses, de renforcer les économies locales pour améliorer les capacités d'autofinancement des villes, de favoriser l'expression des diversités socio-culturelles, de renforcer la citoyenneté locale, d'affermir les principes démocratiques, la politique nationale de la ville a été initiée. Le principal outil de mise en œuvre de cette politique est le programme décennal de développement des villes. La visite des stands a constitué le dernier acte de cette journée porte ouverte sur le foncier et le développement urbain. La mise en œuvre du barrage de Fomi prend forme. Un pas supplémentaire vient d'être franchi avec la 7e session interministérielle de concertation Mali-Guinée tenue à Kankan, en Guinée-Conakry. On retient de cette rencontre plusieurs résolutions dont la disponibilité du partenaire chinois à participer au financement de la construction du barrage de Fomi. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Modibo Mariko et Taeb Adjaouiakoui. Tel un phénix, le projet barrage de Fomi est en passe de renaître de ses cendres. C'est en tout cas ce qui laisse entrevoir le contenu du communiqué final signé par les représentants des gouvernements guinéens et maliens ainsi que leurs partenaires de l'ABFM. Ainsi, à travers des recommandations jugées appropriées, Maliens et Guinéens semblent satisfaits des travaux de cette 7e session et pour cause. Nous sommes animés par un sentiment de joie, mais surtout un sentiment de collaboration réussie entre le Mali et la Guinée à l'initiative de nos chefs d'État, les colonels Excellence Mamadi Doumbia et Assimi Goïta. Avec l'entretien que nous avons eu avec la partie chinoise, notamment l'entreprise IREC, nous donne aujourd'hui de l'espoir. Mais surtout, nous avons noté aujourd'hui au cours de cette réunion un engagement total de la part de tous les intervenants, de toutes les parties prenantes du gouvernement de la Guinée par rapport à la mise en œuvre de ce projet. Nous sommes heureux d'annoncer que des actions fortes seront entreprises pour que les travaux qui avaient connu un début d'exécution de 2017 à 2019 puissent reprendre. Après la visite du site, on a eu l'occasion de parcourir tous les documents préalables qui permettaient déjà de croire à la réalisation effective de ce barrage. Je pense que ce qu'on a vu et les conclusions ici, TM Réunion, ça nous motive davantage à poursuivre les travaux, les activités qu'on a déjà engagées pour faire maintenant de ce barrage une réalité. Ainsi, après examen du rapport,
que des engagements de part et d'autre à l'issue de 2 jours de travaux des experts. Côté guinéen, le gouvernement a décidé de poursuivre le processus de mise en place du financement en collaboration avec le Mali et a inscrit le projet barrage dans les projets prioritaires de l'accord cadre sino-guinéen. Le Mali aussi, de son côté, va participer au financement des projets proportionnellement à la clé de répartition déterminée suite aux études de partage des coûts et bénéfices. Les 2 pays s'engagent à entreprendre une mission conjointe de haut niveau pour un plaidoyer en Chine afin de donner le coup de fouet nécessaire à l'accélération du projet. Les regards sont maintenant tournés vers le début du mois de décembre pour une session extraordinaire qui aura comme ordre du jour faire l'état de mobilisation des ressources financières et l'état de l'accord cadre Chine-Guinée ainsi que l'état d'avancement des études complémentaires financées par la Banque mondiale. Je vous l'annonçais au début de ce journal, la célébration de la journée des pupilles en République du Mali. Le président de la transition a accueilli à Koulouba les enfants dont les parents ont payé de leur vie pour sauver la patrie. Le président de la transition a offert à ses enfants des kits scolaires, 2 bus, dont un à l'Office national des pupilles en République du Mali et un autre au Britannique militaire. Au lot de 400 pupilles s'ajoutent 287 nouveaux dont la prise en charge commence en 2023. Le président de la transition leur a remis bien sûr leurs cartes de pupille et cartes bancaires. Un après-midi de détente avec les enfants à Koulouba. C'est un reportage signé Sira Bachili. L'attention d'un président aux enfants de ses frères d'armes tombés pour la défense de la patrie. La nation réconforte ainsi les pupilles en République du Mali, une journée en leur honneur instituée en 2021 pour la marque de solidarité et de reconnaissance. La cérémonie démarre par un sketch sur la paix présenté par les pupilles qui rappellent les méfaits de la guerre et leur cri de cœur pour une paix durable. Un message fort qui interpelle tous. La guerre, pourquoi encore cette guerre qui est synonyme de désolation, de misère? Nous devons tous nous réconcilier. Ces pupilles ont des droits que l'État restitue à la place de leurs parents. À côté de ces enfants orphelins de guerre appelés pupilles de la nation, l'État manifeste sa solidarité vis-à-vis de ceux qui sont abandonnés en les considérant comme des pupilles de l'État. Les 2 forment ainsi les pupilles de la République. Avoir la qualité de pupille de la République confère aux bénéficiaires des droits de prestations garantis en termes de prise en charge des frais scolaires, des frais d'actes médicaux et de soins, des bourses entières de l'enseignement supérieur et des frais de placement, le cas échéant en institutions spécialisées. De nos jours, nous avons 1231 pupilles de la République, dont 287 nouveaux qui ont été inclus par le Conseil des ministres du 17 août 2022. Ils sont aujourd'hui répartis sur toute l'étendue du territoire national. Cela illustre la reconnaissance de l'État ainsi que sa pleine et entière prise de responsabilité vis-à-vis de ces catégories d'enfants. Soutien et accompagnement nécessaires, l'État assure une part à travers l'allocation des ressources pour leur prise en charge. Chaque enfant reçoit directement 100 000 francs CFA par trimestre sur son compte. Pour la concrétisation de cette prise en charge, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a symboliquement remis à 3 des 287 nouveaux pupilles des cartes pupilles et des cartes bancaires. Et pour faciliter le transport des enfants, le chef de l'État a offert 2 bus. Un à l'Office national des pupilles en République du Mali et un autre au Britannique militaire. Nous avons été heureux et honorés de cette réception et surtout des cadeaux qu'il nous a donnés. Des cadeaux qu'il a offerts aux pupilles, des cadeaux, des kits scolaires, surtout que l'année scolaire a commencé, et aussi un cadeau merveilleux, un bus de 70 places flambant neuf. Nous l'avons cherché, nous avons demandé, il nous a donné. Nous avons reçu une voiture pick-up pour les liaisons, aussi un minibus et aujourd'hui nous recevons le grand bus. Merci au président de la transition. Au nom des pupilles, nous le remercions et nous remercions notre département, tout le gouvernement pour cela. En cette journée mémorable des pupilles, journée nationale des pupilles en République du Mali. Ces 2 bus et les kits scolaires entrent dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Les enfants ont adressé des messages de remerciement au président de la transition à travers des photos, des fleurs et des cœurs en dessin et la caricature du chef de l'État, expression d'un sentiment de satisfaction.
L'ONAPUM, qui a la charge le suivi des enfants, effectue des visites à domicile et dans les établissements scolaires pour s'assurer de leurs conditions de vie et les rapports avec le corps professionnel et l'administration scolaire. Il faut préciser que les pupilles de la nation sont des mineurs dont les parents ou tuteurs sont des personnels des forces armées et de sécurité et les pupilles de l'État sont des mineurs abandonnés par leurs parents. Ces enfants sont suivis jusqu'à l'âge de 18 ans. Demain mardi 1er novembre, le Mali célèbre la journée africaine de la jeunesse. Instituée par les dirigeants du continent, la journée se veut un cadre de réflexion sur les défis et enjeux liés à la promotion de la jeunesse. Dialogue intergénérationnel et cohésion sociale, rôle de la jeunesse dans la consolidation de l'unité nationale, c'est le thème national. Le résumé du message du ministre en charge de la jeunesse par notre reporter Agali Agissa depuis Gao. Les activités de la Journée africaine de la jeunesse qui couvriront tout le mois de novembre seront lancées ce mardi 1er novembre à Konobougou, dans la région de Ségou. Le thème retenu au niveau national est « Dialogue intergénérationnel et cohésion sociale, rôle de la jeunesse dans la consolidation de l'unité nationale ». Ce choix résulte de la vision des autorités nationales, de cette nécessité absolue de renforcer les compétences des jeunes pour canaliser leur plein potentiel vers la consolidation de l'unité nationale, gage d'une paix durable et facteur de développement socio-économique et culturel renforcé pour le bonheur des populations maliennes. En effet, il est reconnu que sans la jeunesse, le futur est futile. Il est aussi reconnu que la jeunesse est le présent et l'avenir d'une nation. Il nous revient de faire de notre jeunesse un atout incommensurable pour le rayonnement de notre pays. La résilience du Mali repose en grande partie sur la jeunesse, une jeunesse active, à l'avant-garde du progrès social et culturel. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, disait dans son adresse à la jeunesse du 1er juin 2021, je cite, « Je suis jeune au même titre que vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. » Une volonté traduite par l'élaboration d'une politique adaptée aux besoins de l'édification nationale. Pour impulser cette dynamique, l'État malien a-t-il adopté plusieurs mesures incitatives. Il travaille à mettre en œuvre une politique nationale de la promotion des petites et moyennes entreprises, une politique nationale de l'emploi, une politique nationale de la formation professionnelle, une politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le radicalisme. Il est en train de mettre en place progressivement un système d'allègement fiscal profitable aux jeunes start-up. Il encourage les institutions financières à accorder aux jeunes entrepreneurs des lignes de subvention et des taux d'intérêt préférentiels dans l'octroi des crédits. Pour une vision globale et plus holistique, il a élaboré une politique nationale de la jeunesse, unique cadre de référence pour toutes les interventions en matière de jeunesse. La fête sera marquée par une batterie d'activités socio-éducatives, culturelles, sportives, des conférences de base sur les thèmes nationaux et internationaux. Rappelons que la Journée africaine de la jeunesse, instituée par la 7e Assemblée ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, est célébrée cette année sur le continent sous le thème « Briser les barrières à la participation et à l'inclusion des jeunes dans les plaidoyers ». Les FAMA intensifient les actions de sécurisation de la ville de Gao. L'opération Dougoubassigui a été lancée ce samedi dans la cité des Askis à travers une patrouille mixte qui a mobilisé plus de 200 éléments des forces de défense et de sécurité. Ces éléments ont sillonné la ville et ses alentours à la recherche des malfaiteurs ou des suspects. Les reportages de la DIRPA avec la voix de Agali Agagissa. Gao, la terre des Askia, fait face à une insécurité grandissante caractérisée par des enlèvements de personnes et des assassinats ces derniers mois. De nos jours, nous observons des cas d'insécurité, des cas d'enlèvement et avec des engins à 4 roues qui ne sont pas identifiés, qui n'ont aucune plaque d'immatriculation, qui n'ont aucun numéro de châssis. C'est pourquoi le commandement militaire veut prendre le taureau par les cornes en lançant l'opération Dougoubassigui. Plus de 200 éléments de l'armée de terre, de l'air, de la garde nationale, de la gendarmerie, de la police et de la protection civile, répartis entre une trentaine de véhicules et de motos, on prépare à cette patrouille de grande envergure. Il s'agit d'interpeller tout véhicule sans numéro d'immatriculation. Il s'agit d'interpeller
tout engin qui a une cargaison douteuse. Il s'agit d'interpeller les motos aussi, et voilà, pour vérifier le document de propriété de l'engin. Il s'agit de faire en sorte que la ville de Gao puisse être une ville où circulent les engins qui sont clairement identifiés. Le cortège militaire a parcouru la ville de Gao et ses alentours en procédant à des contrôles des véhicules et des interpellations des personnes. Une initiative saluée par certains citoyens. Il y a tellement de véhicules neufs, il y a tellement de véhicules étrangers qui sont là à Gao aujourd'hui. La majorité des véhicules, nous, on regarde, nous, citoyens, on voit même des véhicules qui ont les CH, mais ce n'est pas matérialisé sur le véhicule. Donc ça, c'est pas normal. C'est ça qu'il faut dans une zone de l'insécurité comme Gao. Le commandement militaire souhaite la collaboration de tous pour la réussite de l'opération Dougou-Bassigi. Je voudrais dire à la population de Gao de rester toujours à côté de leurs forces de défense et de sécurité comme elles l'ont toujours fait. Nous avons toujours bénéficié de leur collaboration, soit par le partage d'informations, soit par des soutiens de toute nature. Une trentaine de véhicules conduits au camp 1, soit pour non-immatriculation, manque de documents de propriété ou des vitres teintées, ont été saisis. Les véhicules ont systématiquement reçu des numéros de châssis après identification. Des armes ont été également saisies. Synergie d'action entre le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et celui de la Défense et des anciens combattants. Les deux départements ont répondu favorablement à la demande de la direction du service social des armées et vont former 100 femmes. Elles sont toutes des veuves de militaires et seront initiées aux techniques de transformation agroalimentaire à Sibi. La formation se fait au centre agroalimentaire. De retour de Sibi, Salimata Ndao et Karonga Konate. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Bakari Doumbia, et le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, le général de division Sidiki Samake, sont accueillis à Sibi avec joie. Enfants, jeunes et vieux, accompagnés des chasseurs, sont mobilisés pour le lancement d'une activité à l'intention de veuves de militaires. Elles sont au nombre de 100 et vont bénéficier d'une formation en transformation agroalimentaire. Les ministères en charge de la défense et de la formation professionnelle ont signé cette année un accord cadre pour la gestion des besoins de formation. 13 corps de métier ont été recensés. Parmi eux, la transformation agroalimentaire dont bénéficient les veuves sur demande de la direction du service social des armées. Pour l'exécution de l'accord d'une durée de 3 ans, toutes les structures du département de la formation professionnelle sont mobilisées. Le ministère de la Défense a comme mission la défense du territoire, la défense des citoyens et de leurs biens. Le département de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a pour mission de promouvoir les opportunités d'emploi, d'assurer la sécurité des citoyens en termes de création de revenus, pour assurer avec vous la sécurité globale du citoyen malien. Donc à cet égard-là, nous avons le même objectif, mais nous n'avons pas les mêmes armes pour avancer. Et je crois que cette convention nous permet d'avoir une arme unique, celle de dire qu'à la différence des missions, nous nous donnons la main pour assurer la sécurité globale des Maliens. Et là, vous êtes à féliciter parce que vous êtes le premier département avec qui nous avons signé une telle convention. À Sibi, la délégation ministérielle a visité le centre agroalimentaire qui va initier les femmes aux techniques de transformation du manioc en gari, atiké et amidon. Le centre assure également la restauration et l'hébergement des bénéficiaires.
À présent, ce communiqué, le ministre des Affaires religieuses, du culte et de coutume a appris avec amertume via les réseaux sociaux des propos et des actes blasphématoires de la part d'un individu mal intentionné à l'encontre de l'islam, religion de la majorité des Maliens. Devant la gravité de tels actes pouvant porter atteinte à l'ordre public, le ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes condamne sans réserve de telles provocations. Il assure la communauté musulmane et toutes les autres communautés religieuses cultuelles reconnues en République du Mali de son engagement accompagné dans la gestion des actes ci-dessus. Le ministre demande à la communauté musulmane de la retenue et exhorte ses leaders à appeler au calme, à la sérénité et à la patience afin que les autorités puissent régler les problèmes dans un climat apaisé devant les instances indiquées en la matière. Et puis le procureur général informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il a ordonné relativement à ces faits l'ouverture d'une enquête judiciaire. Aussi invite-t-il les populations à apporter leur concours aux autorités judiciaires compétentes à l'effet de leur permettre d'identifier, localiser et interpeller l'auteur de ces faits prévus et punis notamment dans les dispositions combinées des articles 58 du Code pénal, 55 et 56 de la loi 2019-056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité. En conséquence, il sait pouvoir compter sur l'esprit civique et la compréhension de toutes et de tous pour observer le calme et la retenue relativement à ces faits. La Caisse nationale d'assurance maladie, en partenariat avec l'assurance Salam, a organisé ce lundi une journée de dépistage du cancer du sein. Objectif, accroître la sensibilisation auprès des populations. Fanta Mamanyantao. Le cancer du sein en fait partie des causes de mortalité dans notre pays. C'est dans ce contexte que la Direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM, soucieuse de la santé de son personnel, surtout les femmes, a jugé nécessaire d'organiser cette journée pour informer, sensibiliser les femmes en leur permettant de se faire dépister par mammographie. La mammographie qui permet de déceler des tumeurs de très petite taille. Vous savez, ce cancer occupe le premier rang des cancers féminins et le deuxième cancer dans la population, avec un taux de mortalité très élevé. Mais ce qui est bien, quand ce cancer est diagnostiqué très tôt, les pourcentages de guérison sont vraiment très élevés. C'est pour cela que nous voulons que l'ensemble des femmes de la CANAM se fassent dépister contre ce cancer. Le directeur général de l'assurance Salam s'est réjoui de cet accompagnement à l'endroit des femmes de la CANAM pour combattre ce mal-là. En tant que société d'assurance, dans le cadre de notre responsabilité sociétale et surtout dans le cadre du partenariat très intéressant que nous avons avec la CANAM, c'est avec un grand plaisir que nous sommes là aujourd'hui pour accompagner cette action. Le cancer du sein, c'est l'une des premières causes de mortalité chez les femmes en termes de cancer. L'Association des femmes de la CANAM remercie sa direction pour cette journée de sensibilisation et du dépistage du cancer du sein. Nous saisissons cette opportunité pour demander à toutes les femmes de la CANAM de se faire dépister. Vous savez, cette maladie, c'est un fléau qui prend beaucoup d'ampleur. Cette journée de dépistage aura un effet positif dans la prise de conscience de toutes les femmes concernant le cancer du sein. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré de nouveaux cas positifs sur 243 tests réalisés. 0 patient guéri et 0 décès. À ce jour, 11 patients sont sous traitement. 7e art, le cancer du sein dénommé Mbo en Bambara qui fait allusion à l'envoûtement est un fléau qui prête à la confusion et c'est le titre d'un film documentaire projeté à Alex Babemba. Le film est composé en partie d'interviews et de mises en scène. Alpha Mega. À Wolfbougou, en commune 3 du district de Bamako, nous sommes à Alex Babemba. La salle de spectacle est prise d'assaut. Les regards sur l'écran où est projeté Mbo. Mais attention, il ne s'agit pas de Mbo en Bamanankan qui fait allusion à l'ensorcellement. Le Mbo, ici en image, c'est ce mal qui repent la terreur, le cancer du sein. En fait, j'ai des amis avec qui, des collègues. Donc, leur sœur a eu le cancer. Malheureusement,
Il y a une d'entre elles qui est décédée par la suite parce qu'au début, ils pensaient que c'était le mauvais sort et non le bon cancer du sein. Cette histoire nous a marqué, qu'on a eu l'idée en ce moment de faire un film sur le cancer du sein. Il faut aujourd'hui un programme national de lutte contre le cancer. C'est vraiment obligatoire aujourd'hui. Tous ces malades-là seront pris en compte par l'assurance maladie, qui est passé de l'AMO maintenant à l'universel, qu'on le mette en application. Donc ce problème sera guéri. Le film docu-fiction en chiffres, c'est près de 50 millions de francs CFA. 2 mois de tournage, un lieu avec une vingtaine d'acteurs. Je retiens qu'on n'a qu'à soutenir les femmes qui ont ce cas-là. La maladie, ça me concerne aussi. J'ai une famille qui a été frappée plusieurs fois par la maladie, donc c'est assez émouvant. J'ai été contacté tout de suite par une dizaine de personnes qui m'ont dit nous irons faire notre test dès le lundi prochain. Ça veut dire que le message est passé. Impulser une nouvelle dynamique et inciter les gens à comprendre que si on va vite faire le dépistage, on peut guérir du cancer du sein. La production du film s'inscrit dans un vaste programme de relance de la production nationale du CNCM. Déjà, en 3 mois, 4 films ont été produits et 10 films de fiction et documentaires soutenus. L'association Ambé Malifé a organisé ce samedi une journée de plaidoyer en faveur des enfants trisomiques du centre d'accueil et d'orientation Ousma Kasso de Faladje, et c'est en présence de notre reporter Suleiman Sidibé. L'association humanitaire Ambé Malifé fait parler son cœur aux enfants vivant avec le handicap mental du centre d'accueil et d'orientation Ousma Kasso de Faladje. Elle vient de passer une journée de plaidoyer avec ses enfants en présence des partenaires du Mali, dont le chef de la délégation de l'Union européenne au Mali. Chaque année, nous avons une activité de plaidoyer, soit qui est centrée sur les femmes, soit qui est centrée sur les jeunes. Cette année, nous avons voulu recommencer, cette fois en ayant une autre cible qui sont les enfants qui portent un handicap mental. Parce que comme vous le savez, 15% de la population mondiale est atteinte d'un handicap, mais malheureusement, le handicap, lorsqu'il n'est pas visible, isole et marginalise encore plus les personnes qui le portent. Donc nous avons voulu faire une activité de plaidoyer pour promouvoir la voix des personnes qui sont atteintes par ce handicap-là, en étant un pont entre nous, l'association, et les décideurs politiques. Une journée appréciée par la promotrice du centre et les partenaires. Ma satisfaction, elle n'est que trop grande. Et au-delà de tout ça, de tout ce qu'ils ont fait ici, ce que je vois, une jeunesse pleine de dynamisme, une jeunesse qui a des initiatives pour le développement et surtout des couches vulnérables. Les personnes qui ont un handicap, on les trouve partout. On les trouve en Europe comme en Afrique. Et l'essentiel, c'est de sensibiliser. Parce que les personnes, quel que soit leur handicap, ce sont des personnes. Et il faut reconnaître leur dignité et il faut montrer notre respect. Et je crois que c'est là où ce que vous faites aujourd'hui, c'est une leçon de vie. Les parents des enfants, eux aussi, saluent l'association Ambé Malifé pour cette marque de considération. Pour clôturer la cérémonie, les enfants ont fait montre de leur savoir-faire devant l'assistance. Le consulat du Mali à Bagnolet en France est chargé de recenser et de porter assistance à tous les ressortissants du Mali en hexagone. Et depuis l'arrivée de la nouvelle équipe, c'est dans le respect de la légalité et de l'ordre public que le service est rendu un ouf de soulagement pour nos compatriotes vivant en France. Et le constat est fait par Amadou Kodjo et Bakara Diallo. Nous sommes au 53 avenue Hoche, à Bagnolet en Seine-Saint-Denis. C'est ici que se situe le consulat du Mali à Paris en France. Contrairement à l'ambassade qui s'occupe des relations d'État à État, un consulat, lui, est chargé de celles qui s'établissent entre le Mali et ses ressortissants. Dans ce travail de protection de nos compatriotes vis-à-vis des autorités du pays de résidence, des difficultés se posent souvent, mais depuis un certain temps, avec l'informatisation des fichiers, cela est presque un souvenir. Les grands changements du consulat, nous pouvons noter entre autres la question de l'accueil et l'orientation des usagers. Grâce à un système informatisé de prise de rendez-vous, ce problème-là a pu être quand même un peu absorbé.
D'énormes efforts ont été consentis pour aboutir à cette nouvelle dynamique de travail imprimée par l'actuel consul et son équipe. Moi, je suis là depuis plus de 25 ans, donc je sais quelque chose. Alors, depuis le temps, les gens déposent des passeports, fait 9-10 mois sans voir leur passeport. Mais depuis l'arrivée de cette équipe-là, il nous a beaucoup désengorgé par rapport à ces problèmes. De la facilité dans la prise des rendez-vous en ligne depuis chez soi, à la réception des mails et notifications de confirmation d'inscription, l'informatique est passée par là. Fini les longues files d'attente, les longs mois pour avoir un rendez-vous. Les lignes ont fortement bougé pour qui connaît le service l'ensemble des opérations, comment les choses se passaient, on va dire jusqu'en 2017 ici. Les choses ont énormément bougé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de mettre en ligne. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de se déplacer pour recevoir leur fiche NINA. Ils peuvent les télécharger en ligne, à la maison chez eux. Autre avancée majeure, la régularisation de l'ensemble du personnel contractuel qui dispose désormais d'un statut légal. J'ai pris mon rendez-vous sur Internet. J'ai eu la chance d'avoir vite un rendez-vous au bout de 2 semaines. Donc aujourd'hui, je suis venu au bout de 5-10 minutes et j'ai pu faire déposer mon passeport. Il y a rendez-vous tard, il y a des normal là, ou des renseignements de Mouroma en temps en air. De véritables prouesses obtenues grâce à l'appui et au soutien des plus hautes autorités du Mali. Il y a eu certaines améliorations, mais ce sont des acquis qui ont besoin d'être consolidés. Nous avons besoin de mettre en place des outils informatiques beaucoup plus poussés, aller même vers une dématérialisation du process au niveau du consulat. Remercier la communauté qui nous a fait confiance, mais qui a également accepté de nous accompagner. Ces changements, dont le plus grand bénéficiaire est la diaspora malienne, prouvent à suffisance de l'intérêt que le Mali et ses autorités actuelles accordent à une diaspora qui contribue dans la construction du pays et entend non seulement jouer son rôle dans le développement du Mali et de sa visibilité à l'extérieur. La police nationale vient d'être dotée d'un important lot de matériel de travail. En dehors de cette donation, la fondation SAR Group a également remis 2 mototricycles à 2 personnes vivant avec un handicap. Anchata Koulibaly. La Société africaine d'études et de réalisations SAR, à travers sa fondation, s'engage à maintenir son action sociale bientôt 2 ans. Elle offre ainsi à la police nationale 500 gilets fleurissants et des mototricycles à des personnes vivant avec un handicap. À cela s'ajoute la remise de chèques géants de 10 millions à un groupement d'acteurs évoluant dans les domaines humanitaires. Certes, on existe depuis seulement 2 ans, mais c'est pour perpétuer aussi les œuvres que le PDG de la Fondation est en train de faire depuis 3 décennies. Les gilets aident beaucoup la police parce que pour la visibilité nocturne, il faudra vraiment ces gilets fleurissants. Et par exemple, les handicapés également, c'est des personnes très diminuées. Cette action humanitaire de la Fondation est appréciée et saluée par les bénéficiaires ainsi que le représentant du premier responsable du groupe SAR. Ces mesures d'accompagnement qui viennent à point nommé, pour nous, éléments de la compagnie du groupement de sécurité routière, dont nous avons beaucoup besoin de ces gilets pour rendre encore plus fluide la circulation. Sache que l'accompagnement du groupe SAR à travers sa fondation et sous l'impulsion du président directeur général est une constante dans notre politique RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, et que le groupe SAR continuera à agir pour le bien des populations au nom du principe de solidarité. Au cours de la cérémonie, il y a eu une signature de convention entre la Fondation SAR et le Conseil national des personnes âgées. Le but est entre autres de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale à l'endroit des personnes du 3e âge et assurer la donation financière annuelle de l'équivalent de la moitié de la subvention annuelle que l'État donne, à compter de janvier 2023.
Le nouveau gouverneur de Ménaka a pris service. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités coutumières et administratives de la localité. Également, c'était en présence des inspecteurs du département de l'administration territoriale venus pour la circonstance. Le colonel-major Issa Tembine succède ainsi à Mohamed Al-Nafi Maïga. La prestation de serment du nouveau gouverneur, bien sûr, de Ménaka qui prend service. Alors, le nouveau gouverneur de Ménaka a pris service. Présentation des nouvelles autorités administratives de la région de Taoudéni. Objectif, contribuer à une compréhension mutuelle entre administrateurs et administrés pour la réussite des missions assignées aux nouvelles autorités. La cérémonie s'est déroulée dans le cercle de Fomou Oulda, Chirfoumoula Edara. La région de Taoudéni entame véritablement son opérationnalisation. Ainsi, pour mieux assurer les services sociaux de base, les préfets et sous-préfets nouvellement nommés viennent d'être présentés aux populations. Nommés par décret pris en Conseil de ministres en avril pour le préfet et juin dernier pour le sous-préfet, nous avons le devoir de veiller à l'application de l'accord d'Alger, de vous aider et assister au respect des lois et règlements du Mali et à votre propre développement. Aujourd'hui, c'est un grand jour et c'est un jour très important pour le cercle de Foumoula Ilouba. Parce qu'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on attendait que les préfets et les sous-préfets soient nommés. Parce qu'on ne peut pas développer les cercles de Foumoula Ilouba tant que l'administration n'avait pas nommé ces autorités-là. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a le préfet qui est là, il y a un de ses adjoints qui est là, il y a un sous-préfet qui est là. Pour une nouvelle région comme Taoudéni, les défis sont énormes, surtout dans le contexte actuel du Mali. C'est pourquoi, représentants de l'État, autorités politiques et populations à la base s'engagent à travailler main dans la main pour relever le défi du développement. Partons en 5e région pour parler de la célébration de la journée internationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Améliorer nettement d'ici 2030 la disponibilité et l'accès des populations au système d'alerte précoce, tel est le thème choisi pour cette édition. Daouda Diakité. Présentation du bilan des inondations dans la région de Mopti, notamment dans le cercle de Djéné, et rappel des cadres d'action internationaux d'Ayogo 2005-2015 et Sendai 2015-2030 du Japon étaient les sujets au centre de cette conférence qui marque la célébration de la journée internationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes en 5e région. La finalité recherchée est que d'ici 2030, qu'il y ait moins de pertes en vies humaines et en moins de subsistance. Parlant des bilans de cette année dans la région de Mopti, mais principalement dans le cercle de Djéné, où 13 localités ont été touchées au total. Parmi les 13 localités, il y a à peu près 3000 ménages qui ont été affectés et pour 9000 personnes. Malheureusement, on a déploré 3 cas de perte en vies humaines. L'occasion est bonne pour les autorités politiques et administratives de saluer les partenaires humanitaires et le président de la transition pour les appuis multiformes qui ont permis un tant soit peu de soulager la souffrance des populations victimes des inondations à travers la région. Au nom de ces populations sinistrées auprès de qui vous avez vraiment intervenu avec célérité et dans une dimension acceptable, nous vous formulons notre satisfecit. Vos contributions, vos opérations ont été salutaires et ont été de taille. Nous demandons, nous sollicitons encore votre participation. À noter que le thème choisi par les Nations Unies pour cette édition 2022 est « Améliorer nettement d'ici 2030 la disponibilité et l'accès des populations au système d'alerte précoce multi-aléa et aux informations et l'évaluation sur les risques et catastrophes ». Le CHU professeur Bokari Sidi Sall de Kati fait partie des hôpitaux de référence au Mali. Il est né à partir d'une infirmerie de la garnison militaire créée en 1916, mais ce n'est qu'en 1967 qu'il sera érigé en hôpital sous le nom
hôpital du 22 août. Dès lors, la structure a connu différentes mutations. C'est en 2006, avec l'évolution et l'agrandissement de l'hôpital, qu'il devient un centre hospitalier universitaire. On en sait plus avec Barakissa Ouattara et Moulay Sidibé. 7 ans après l'indépendance du Mali, l'infirmerie de la garnison militaire française est érigée en hôpital. Il est baptisé hôpital du 22 août. On parle de l'actuel CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati. Faute de moyens, la structure va garder son visage d'infirmerie avec le vestige des bâtiments coloniaux jusque dans les années 80. Le professeur Sékou Sidibé fait partie des rares chirurgiens orthopédistes qui y travaillaient ces années-là. Malgré le peu de moyens techniques, le personnel bien qu'insuffisant a pu maintenir cet hôpital à vocation orthopédique et traumatologique. Dans tout le Mali, nous étions à peu près 5 chirurgiens. Moi-même, j'avais 2 patrons, le professeur Sall, le professeur Touré, le professeur Magalou, le professeur Sangaré. C'était tout. C'était vraiment une infirmerie. Il n'y avait que le bloc opératoire qui était un bâtiment qui a été conçu relativement récemment, dans les années 60. Sinon, tous les autres bâtiments étaient les vieux bâtiments coloniaux. Avant, c'était difficile, mais on faisait avec. On se disait que le Mali est un pays pauvre et qu'il faut agir avec. Les implants dont je vous ai parlé bientôt, nous, on les utilisait. On les réutilisait. C'est-à-dire, on enlève chez un malade et on nettoie, on stérilise et on place encore chez d'autres. Aujourd'hui, la structure est à vocation générale et de 3e référence en orthopédie traumatologie. Elle a connu plusieurs mutations. L'hôpital a eu beaucoup de changements de statut. Il est devenu EPA en 1996. Et après cela, à la suite de la réforme hospitalière qui a été faite au Mali en 2002, il est devenu un EPH, établissement public hospitalier. Ça, c'était en 2003. Et ensuite, après, avec les différentes évolutions, l'agrandissement de l'hôpital, il est devenu un centre hospitalier universitaire. Ça, c'était en 2006. L'hôpital a connu différents directeurs généraux qui se sont succédés, parmi lesquels feu professeur Bokar Sidi Sall, émérite chirurgien, traumatologue et orthopédiste, dont l'hôpital porte le nom. Le premier directeur de l'hôpital en 1967, c'était le professeur Mamadou Dambélé. De 1967 à 1971. Ensuite est venu le professeur Dédéo Simaga, de 71 à 76. Et le professeur Bokar Sidi Sall, de 76 à 86. Donc, l'hôpital porte son nom. Cela est dû au fait que l'hôpital a une vocation traumatologique. Et nous savons que tous savent que le professeur Bokar Sidi Sall a été le premier, en tout cas, traumatologue du Mali. Étant le centre chirurgical de la zone en son temps, toutes les localités environnantes convergeaient vers l'hôpital. C'est-à-dire que Nara, Kolokani, Yelimane, tout ça, il y a beaucoup de localités, Djoïla, Fana, tous évacués sur l'hôpital de Kati et l'hôpital Gabriel Touré. Donc on était vraiment débordés. On ne dormait pratiquement pas. Les gardes étaient très pénibles. Au fil des années, de nouveaux services ont vu le jour. Aujourd'hui, l'hôpital comprend beaucoup de spécialités médicales et chirurgicales. Maintenant, nous avons une école de formation maintenant que j'ai créée avec mes autres collègues et qui a commencé à produire beaucoup de spécialistes. Actuellement, nous devons être près d'une 50aine de spécialistes. Il y a eu beaucoup de constructions. Donc, des nouveaux services ont vu le jour, qui ont été construits. Et aussi, en termes de ressources humaines, il y a eu beaucoup de spécialités qui existent actuellement par rapport au début. Aujourd'hui, le CHU de Kati fait partie des plus grands hôpitaux du Mali et répond positivement à la forte demande des usagers tout en offrant un soin de qualité avec un personnel qualifié. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.